Alors, il est chercheur en sciences cognitives, auteur d'une thèse sur le chaos des réseaux neuronaux, créateur d'une galerie digitale, ingénieur, entrepreneur, vice-président de l'Association française de transhumanisme. Bref, il fourmille de projets innovants et se distingue par une étonnante transdisciplinarité. Il va nous parler ce soir d'un sujet brûlant, la conscience artificielle. Olivier Néraud, c'est à vous. C'est moi qui l'ai. Merci. Non, c'est bon, je vais faire avec ça. Jusqu'où est-ce que ça ira? C'est vraiment la question qui se pose quand on voit toutes les recherches qui sont faites actuellement. Justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en réseaux neuronaux, en deep learning, quand on voit leur capacité de généralisation, de créativité, qui gagnent aujourd'hui donc au Go, qu'on pensait non solubles jusqu'à présent, qu'ils inventent des coups qu'on n'avait pas vus. Quand on voit aujourd'hui les progrès qui sont faits en robotique, avec leur capacité de déplacement, de perception et ainsi de suite, jusqu'où est-ce que ça va? J'ai envie de provoquer cette question en allant jusqu'au bout de la question, celle qu'on n'ose pas se poser nécessairement, parce qu'on se demande est-ce que c'est intelligent, est-ce que ça pense, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence? Et bien allons jusqu'au bout de la question. Est-ce qu'un système artificiel peut être conscient? Pour répondre à cette question, avant que chacun se donne une réponse oui, non, et qu'on tranche définitivement, il va peut-être falloir définir ce que l'on va considérer comme étant conscient et qu'est-ce qui est artificiel. Donc, comme j'ai 15 minutes par rapport à une question comme celle-là, eh ben, on va un petit peu brider le sujet. Artificiel, c'est qui est fabriqué, quelque chose que l'on a fabriqué, que l'on a fait, qui n'était pas là avant, mais là encore, qu'est-ce que c'est que fabriqué, puisque depuis le Big Bang, il y en a des choses qui se sont fabriquées. Donc, on va dire fabriquées par l'homme. Et puis, conscient, c'est se représenter. Alors, se représenter, c'est encore un petit peu flou, parce que on peut considérer que AlphaGo se représente le jeu de Go. Donc on va aller au-delà, on va prendre la définition d'un philosophe qui s'appelle Daniel Dennett et qui dit cette conscience, c'est pas vraiment dans l'action de se représenter, c'est dans la sensation de. J'ai la sensation de. Là, vous avez la sensation d'être présent dans cette salle et d'entendre ce que je dis. Et ça, c'est quelque chose dont on fait tous individuellement l'expérience, qui est absolument fondamentale, qui est une évidence absolue pour chacun d'entre nous. Et pourtant, c'est l'un des mystères encore les plus intéressants de nos recherches actuelles, et évidemment le fantasme de compréhension des sciences cognitives. Voilà, donc ce sera, est-ce que l'on pourrait fabriquer un objet qui développe la sensation d'être? Reprenons dans l'histoire, puisque c'est toujours intéressant de reprendre cette question qui en effet est une question ancestrale. Qu'est-ce qui fait que je pense? Qu'est-ce qui fait que j'ai la sensation du monde? Qu'est-ce qui fait qu'on partage cette sensation du monde? Platon qui disait, bon alors, évidemment, il y a âme, il y a conscience, il y a esprit, chacun a sa propre définition, mais ça tourne autour du même sujet, qui est cette sensation d'être, cette activité du cerveau et de nos êtres. Pour Platon, anima, c'est qui se meut par lui-même. Alors, qui se meut, ça ne veut pas dire qui bouge, parce qu'une feuille bouge, mais qui se meut par rapport à une intention individuelle, la volonté d'eux. Et est-ce que c'est suffisant? Est-ce que voilà, cette partie d'être conscient, c'est juste se mouvoir? Pour ça, juste une petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue, qui consiste à déposer seulement des gouttes avec des éléments chimiques dedans. Et puis, on ne fait rien. On laisse juste les gradients agir et on les regarde avancer. Et au bout d'un moment, on commence à y voir une intention. Il y a des chasseurs, il y a des chassés, il y a des mangeurs, il y en a qui sont morts radicalement, qui ne pensent plus grand-chose, et ainsi de suite. On est tous d'accord que là-dedans, il n'y a rien de vivant, il n'y a rien de... Et pourtant, il y a une magie. C'est-à-dire que déjà, dans cette matière, dans cette observation, nous, on va y projeter la sensation qu'il y a une intention, que ces petites gouttes bougent dans un certain sens. Donc, qui se meut par lui-même, est-ce que ce serait suffisant pour se dire, c'est conscient, et que dans ce cas-là, considérer que cette petite goutte, à son infime petit niveau, elle est en train de se déplacer avec l'intention de poursuivre l'autre jusqu'à ce qu'elle meure, parce que contrairement au système vivant, elle ne peut pas consommer d'énergie pour maintenir sa structure.
Pour approfondir cette question, eh ben, je propose une enquête. Soyons ambitieux, hein, puisque l'objectif, enfin le sujet là, prenons l'univers directement et voyons où est-ce que l'homme a situé la conscience dans cet univers. On va être à peu près d'accord que dans notre compréhension de l'univers, on y a trouvé de la matière. Voilà. Reste à définir ce que c'est en fonction des théories physiques actuelles. Est-ce que ce sont des cordes qui résonnent? Est-ce que ce sont des quarks? Est-ce que... Peu importe. On y a trouvé des choses, en tout cas, le réel que l'on partage. Cette matière, nous, en tant qu'humains, on a réussi à la séparer entre artificielle et naturelle. Artificielle, ces petites gouttes qui bougent un peu par elles-mêmes, et naturelle, ce qui serait vivant, ce qui serait de l'ordre de quelque chose d'un peu supérieur, qui aurait une propriété plus naturelle. Mais en même temps, est-ce que carbone, silicium, azote, tout ça, ça reste des atomes? Est-ce qu'on pourrait vraiment considérer qu'un atome est plus naturel qu'un autre? Après, on a encore séparé en vivant et puis non vivant, l'inerte. Alors, les sciences cognitives vont apporter des réponses par rapport à ça, sur le vivant, avec les principes autopéiétiques, c'est-à-dire qu'ils vont maintenir leur structure, consommer de l'énergie pour maintenir leur structure et se réparer. Et on arrive en effet à dire, ce système est plutôt vivant. Et puis, de l'autre côté, on a mis les machines. Puis sur ce problème du vivant, c'est qu'on a trouvé l'humain, ce qui nous définit, et puis l'animal, on voit bien ce que c'est, mais maintenant il peut y avoir des chimères. Et puis, ah mince, on a trouvé des virus. Est-ce qu'ils sont vraiment vivants? Non, ils se reproduisent pas, ils utilisent la cellule. Tout ça pour dire que à chaque fois qu'on classe, il y a un petit problème, il y a des éléments qu'on a du mal un petit peu à situer. L'humain, on l'a séparé en races, il y a des hommes, il y a des femmes, on peut le constater. C'est-à-dire le monde est tellement simple, on y a rajouté des religions et ainsi de suite. Et ben là-dedans, où est la conscience? Et ben ça dépend évidemment de l'histoire. Au début, on peut situer les systèmes conscients dans notre univers plutôt chez les hommes de race blanche, plutôt catholiques, parce que c'était lié à la notion d'âme, et donc cet esprit, ce que l'on sentait, notre sensation d'être, allait être conservé après la mort, et que c'était une chose absolument magnifique. Et en effet, il y a des textes qui se demandaient, parce que ça permettait de justifier l'esclavagisme, si chez les Noirs, vraiment, on retrouvait cette caractéristique, ou chez les Indiens, puisque ça permettait d'argumenter du fait de les envahir. Donc au départ, ça nous arrangeait bien. Bon, chez la femme, heureusement, vous êtes bien battus pour nous faire comprendre que, évidemment, on pouvait accepter qu'il y en ait. Et ainsi de suite. Et plus on a avancé dans nos connaissances, plus on s'est posé cette question, plus cette question a semblé idiote. Est-ce qu'un Indien a une conscience? Puis aujourd'hui, ça a encore un peu évolué. Ok, l'humain a une conscience, et puis on se rend compte que l'éléphant, il détecte la tache dans le miroir, que le dauphin a telle ou telle action qui peut sauver telle autre. Et on est dans une sorte d'écosystème plus grand, où on se dit, mais est-ce que ces animaux-là n'auraient pas, je reviens à la définition initiale, cette sensation d'être, tout simplement? Eh bien, allons jusqu'au bout, puisqu'on est en train de découvrir les choses. Eh bien, pourquoi est-ce que ce ne serait pas tout qui accéderait à ça? Alors ça choque. Mais je peux vous dire que les débats pour savoir si les Noirs avaient une conscience, ça choquait à l'époque, parce qu'il fallait avoir telle et telle propriété. Aujourd'hui, dans notre représentation du monde, dans notre représentation des choses, ça va nous choquer. Donc on va continuer à explorer et on va tempérer un petit peu. On va considérer que pour être conscient, il faut quand même un cerveau. C'est-à-dire que la pauvre table qui est là ne va pas s'enthousiasmer à ce que je suis en train de vous présenter. Donc il faut quand même un cerveau. Et surtout, elle n'a pas du tout la sensation de ce qui se passe. Prenons ce cerveau et on va, ça c'est ma culture justement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? On va faire un petit état de l'art sur le mode de fonctionnement de notre cerveau pour essayer d'aller y chercher la conscience, comme on l'a fait dans la matière de l'univers. Donc je me rends compte que c'est un peu ambitieux comme présentation. Donc, notre cerveau, oui, on le voit, on a parlé tout à l'heure d'organique par rapport à l'artificiel. Les réseaux de neurones artificiels sont en silicium ou programmés dans une machine. Le cerveau, c'est quand même des bons synapses, des bons neurones, c'est du bio, hein, voilà, hein, azote, carbone, hydrogène, oxygène. Ouais, c'est bon, ça on sait, ça c'est bio. Ça c'est pas bio. Sauf que, il faut simplement considérer que ce cerveau, il n'est pas tout seul dans sa boîte crânienne. Je ne vous dis pas des mots là. Qu'est-ce que je fais? J'utilise une technologie ancestrale qui vient d'il y a très longtemps, qui est une technologie de transmission télépathique par vibration de l'air. C'est tout ce que je fais.
avec mes poumons, hein, avec ma langue, je fais vibrer l'air qui vient frapper votre petit tympan, qui va activer les nerfs auditifs, qui vont rentrer dans le cerveau. Et là, curieusement, quand je dis chien, oh, on voit un chien. On est télépathe, c'est fabuleux. Eh bien, ça vient d'où? Ça vient que ce cerveau, il n'est pas dans sa boîte tout seul, il est tout simplement en contact avec le monde. Ce sont des échanges de vibrations, de lumière. Je ne vois pas une salle ici, je vois des photons qui se déplacent. Et qu'est-ce qui fait que j'en développe la sensation de voir une salle? C'est que j'en ai vu avant. Et on sait, enfin, une hypothèse, pas une hypothèse, même ça a été trouvé en 1949 ou postulé en 1949 par Hebb. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque deux neurones sont actifs simultanément, il renforce le lien. C'est un peu comme nous en société, quand on s'entend bien avec une personne, on a envie de se revoir. Ben ça, c'est une règle un petit peu universelle. Et faisant ça, qu'est-ce qu'il fait notre cerveau? Il renforce des liens de ce qu'il a déjà vu. Ce qui fait que s'il revoit cette situation-là à un autre moment, et que ça correspond un tout petit peu, enfin que ça correspond un peu, c'est-à-dire un chien, bah oui, les chiens, ça a une truffe, ça remue la queue, ça a des poils, c'est à quatre pattes, et même si je vois un chien assis sur deux pattes, je vais, etc. L'ensemble des perceptions que je vais avoir vont être à peu près similaires. Et étant similaires, et comme moi j'ai renforcé les liens dans mon cerveau, s'il y a qu'un des deux neurones qui est actif sur les deux, ça va réactiver l'autre. Et je vais reconstruire comme ça mon information. Il faut savoir que dans ce que vous voyez, 70% de l'information qui est traitée par vos aires visuelles provient de votre cerveau. Donc, ce que vous voyez, c'est l'idée que vous en faites. Donc, notre cerveau, il est connecté par le monde, par des atomes qui échangent, par des flux, par des vibrations, par des photons. Ça, c'est notre degré de connaissance actuel, mais peut-être que ce seront demain par des résonances de vibrations de cordes en dimension 26, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est connecté au monde parce qu'on en fait partie. Et il y a ces renforcements-là. À quoi nous sert le cerveau? C'est un super organe de sélection naturelle dans un environnement darwinien. Ça m'évite de recommencer mes erreurs et d'anticiper ce qui arrive. Quand on est petit, les neurones sont peu connectés, enfin ils sont très fortement connectés, mais il n'y a pas encore les bons renforcements, ce qui fait que les gestes vont être un petit peu maladroits, mais qu'en se cognant, je vais me rendre compte au début, le petit, il va se cogner contre une table, à bas niveau, c'est parce qu'il n'y a pas les connexions qui ont été faites entre les neurones des photons de la vue de la table transmis par l'œil jusqu'à la table par rapport à la commande motrice, etc., des jambes du petit, qui va se prendre la table. La fois d'après, il anticipe, il ne voit que des photons, mais il va anticiper. Donc le cerveau, c'est une machine à anticiper. Ce qu'on appelle mémoire, c'est tout simplement la capacité à reconstruire de l'information, pour être plus clair, à reconstruire l'évolution future. Pour être plus clair, une petite expérience. Alors je sais pas très bien. Ah bah ça, il m'a coupé le. Je ne sais pas très bien siffler, mais si je fais, on l'a tous la note d'après. On peut pas s'empêcher. Si je vous dis Marignan, 1515, on a des certitudes comme ça. Si je vous dis 2 plus 2, 4, voilà. Tout simplement parce que comme on a été entraîné, souvenez-vous comment est-ce qu'on a appris nos tables de multiplication. Bon, j'ai une panne, donc je vais devoir repasser là-bas, mais c'est pas grave. On a tellement renforcé nos connexions que... Ah bah non, c'est pas ça qu'il fallait que je débranche. Tiens. Ce sera mieux comme ça. Hop, voilà. Bah désolé, je vais le faire dans le canapé. Bon, ça rajoutera un peu de convivialité. Que notre cerveau, c'est une machine à anticiper. Il cherche à voir ce qu'il advient. Quand on reconnaît une chanson, c'est qu'on connaît les notes qui viennent. Quand on reconnaît un visage, c'est qu'on sait reconstruire les parties du visage que l'on n'a pas vues. C'est ce qui fait les fausses reconnaissances, et ainsi de suite. Ainsi, notre sensation de se rappeler, c'est simplement, en réalité, dans le cerveau, la capacité de reconstruire à chaque instant présent l'évolution du réel dans ce qu'il advient, parce que je l'ai appris et que je l'ai pratiqué. Donc ça, c'est simplement deviner la note à venir. Ensuite, quand je vous dis que c'est un super outil pour se protéger, c'est pas de la paranoïa, c'est que la perception, la sensation de percevoir quelque chose, c'est une perturbation. Un exemple, on va le faire ici, tiens, ça marche. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas entendu le bruit du ventilateur. Maintenant, on l'entend. Pourquoi ?
Parce que quand je rentre dans une pièce, c'est une surprise, c'est une perturbation, ce bruit de ventilateur. Ça ne correspond pas à ce que j'anticipais. Je pensais que la pièce était comme ça, et finalement, il y a ça en plus. Comme il y a ça en plus, c'est une surprise, et l'écart entre ce que je pensais qu'il allait arriver et ce qui est vraiment arrivé, c'est cet écart entre les deux qui est la perception. Donc je rentre dans cette pièce, il y a le bruit du ventilateur, et au bout d'un moment, j'arrive tellement à l'anticiper que je ne le perçois plus. Pensez à une autre expérience, quand vous faites le trajet jusqu'à votre travail en voiture, vous arrivez le soir, de temps en temps vous serrez le frein à main, vous n'avez rien vu. Pourtant vous avez vu, parce que vous n'avez écrasé personne, vous n'avez pas grimpé aux arbres avec votre voiture, mais la sensation de vue, vous ne l'avez pas eue. Elle est évanouie. Vous n'avez pas été plus dangereux, hein, vous êtes bien arrêté au feu rouge, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Mais la sensation, justement cette partie consciente, elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce que le cerveau, il est que dans son intention, dans son anticipation. C'est le même chemin tous les jours. Il n'y a pas de différence. Et donc, la perception, elle va être absolument réduite. Si un chat traverse, si un enfant traverse, eh ben là, ça va être la grosse surprise. Vous ne vous y attendiez pas. Et il y a un choc de sensation, un choc conscient, une focalisation intentionnelle vers cet élément-là. Évidemment, si le même enfant est obsessionnel et traverse tous les jours à la même heure, au même endroit, vous ne le verrez plus et vous arriverez à l'éviter tranquillement. Et donc notre cerveau, il sert à minimiser cette perturbation. Pourquoi? Il sert à, justement, parce qu'il a créé ces relations 2 à 2 en interne, il sert à se dire, je vais mémoriser les choses comme ça, je vais savoir comment ça se passe dans l'avenir, je vais savoir comment me faufiler, et puis je vais devenir autonome. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit de faire ma simulation intérieure du monde, ma pensée du monde, pour que ça se passe comme je l'avais prévu. Et j'apprends à chaque fois que je suis en contact avec le monde et que ça ne se passe pas exactement comment je l'avais prévu. Ça, c'est quelque chose de très utile parce que ça me permet justement de ne plus me cogner dans les tables. Je n'ai pas besoin de me cogner de façon obsessionnelle la tête contre ce mur pour savoir que je ne le traverserai pas. J'anticipe la douleur qui sera là. Donc par rapport à ça, et c'est vrai sur la musique, sur les textes, sur les idées, ce sont des états de résonance, on passe de l'un à l'autre et on cherche à s'approprier le monde dans sa tête, justement pour devenir de plus en plus autonome vis-à-vis de ce monde. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la règle de Hebb. Alors évidemment, ça c'est la règle de Hebb, c'est un petit principe de base. Après, les algorithmes d'apprentissage des réseaux neuronaux ont très très fortement évolué avec la descente du gradient dans les années 90, et puis aujourd'hui, encore on en revient à ça. Ça reste des règles simples, mais il y a des optimisations qui sont faites. Mais bref, qu'est-ce qui se passe? J'ai une intention, je veux par exemple passer ici et je me cogne. Je vais pouvoir apprendre. Je vais apprendre l'association entre les photons qui arrivent dans mon œil et la sensation qui arrive au niveau du tibia. Je vais apprendre le monde. C'est ce que fait l'enfant dans cette phase-là. Et il faut savoir en plus qu'il a des capteurs. C'est pour ça que, d'ailleurs, une petite anecdote, c'est pour ça que l'adolescence est déprimante, parce qu'on perd le tiers de ces capteurs dopaminergiques qui sont les récompenses à l'apprentissage. Quand on est enfant, la nature est bien faite. On a une récompense chaque fois que l'on anticipe un truc de façon réussie. On le retrouve encore, hein, si vous lisez un polar et puis qu'à la fin, c'est une bonne surprise. Alors vous l'aviez anticipé, mais c'est une bonne surprise, c'est cohérent, etc. Vous prenez du plaisir. Si c'était quelque chose de complètement banal, vous ne prenez pas de plaisir, il faut de la surprise. Et si au contraire c'est complètement délirant, vous ne prenez pas de plaisir non plus. Et de l'autre côté, c'est l'action. Cette table-là, je vais apprendre que je peux agir dans le monde et que cette table, plutôt que de me cogner, je peux la pousser. Donc, il y a les deux éléments. Je suis en contact avec le monde par l'adaptation en permanente de ma représentation du monde, et puis d'un autre côté, en agissant sur le monde. Ça va nous mener, on va commencer à aller un petit peu plus loin, à définir l'intelligence. On peut considérer que l'intelligence, c'est adapter le monde à son intention, à faible coût. Souvent, on croit que l'intelligence, c'est faire des trucs très complets, très durs, qui font souffrir, etc. La vraie intelligence, c'est l'intuition pure, c'est la fulgurance. Et donc, c'est à très faible coût. Et donc, cette intelligence, c'est, voilà, j'ai mon intention, j'ai cette envie, je veux aller là, je vais pouvoir agir, faire des petites actions, ou m'adapter pour savoir comment mieux agir après, et ainsi devenir de plus en plus intelligent.
Ouais, j'en parlerai après, parce que justement, la grande ligne là, en bleu, c'est ce qu'on peut appeler le raisonnement formel. Ce sont ces réflexes. 2 plus 2 égale 4. 3 fois 2, 6. Marignan, 1515. C'est tellement ancré, les connexions neuronales sont tellement fortes que ça crée ce qu'on appelle des bassins d'attraction. Il suffit qu'il y ait un petit truc qui arrive et tac. Ça nous empêche même de penser. Parce que si je vous dis la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Ok. Sauf que sur une sphère, c'est pas vrai, ça peut être plus, etc. Donc on va passer à côté de vérité. Et quelque part, ces flèches, ça me fait penser à ce que disait justement Vincent sur les heuristiques. C'est là où le cerveau, il part dans d'autres choses. Il sort un petit peu de ses certitudes. Et ça va être la vraie intelligence, parce que par rapport à une volonté, ce que je veux faire, l'intelligence sera de trouver un raccourci, de ne pas faire méthodiquement toutes les choses les unes après les autres, mais d'avoir cette sensation intérieure qu'il existe un raccourci, que je vais pouvoir associer le monde comme ça, faire une toute petite action, et tac, d'un seul coup, j'arrive à satisfaire mon désir. Et ça, c'est la vraie récompense de la vie, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être, j'adapte le monde à l'envie que j'en ai. Et là, on va aller plus loin. On va maintenant toucher à la conscience, la vraie, avec... On a évoqué tout à l'heure la théorie de l'information. Cette information qui passe, qu'on peut calculer, etc. Depuis 10 ans est apparue justement cette théorie de l'information intégrée, qui est liée un peu au modèle que je vous ai présenté. C'est-à-dire qu'en bas, j'ai mon intention, l'évolution naturelle de mon cerveau, et en haut, j'ai l'évolution réelle, ce qui s'est passé dans mon cerveau quand je l'ai plongé dans le monde. Eh bien, il y a une proposition qui a été faite il y a une dizaine d'années, qui est de dire... On va calculer justement la complexité de l'état de mon cerveau. Alors je reviens là-dessus, on parlait de complexité tout à l'heure, il faut savoir que complexus, ça veut dire tisser ensemble. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur la petite slide, mais c'est vraiment tous ces éléments qui sont tissés ensemble et mon cerveau qui est relié avec ces neurones à la réalité du monde. Et donc là, on va calculer le nombre de combinaisons possibles que peut avoir mon cerveau en étant libre. Je le laisse tout, je le déconnecte, je le prends, je le pose là, et je regarde le nombre d'états qu'il a. On ne peut pas écrire ce chiffre, mais on peut, en théorie, le calculer. Et en haut, on va appeler phi max ce qui se passe lorsque ce cerveau, je le plonge dans le monde, je le mets en contact avec le reste du monde. Comme il est en contact avec une complexité, avec de l'information qui vient de l'extérieur, c'est comme si on tapait sur une peau de tam-tam, voilà, ça va faire entrer en résonance et il y aura plus d'états qui peuvent être atteints. Et ce que proposent ces auteurs, c'est de considérer que la différence entre les deux, c'est le degré de conscience du système. Ça n'explique pas le fait que cette sensation d'être, ce que c'est que cette sensation d'être. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire des connaissances, c'est la première fois qu'on a un quantifieur. On n'est plus dans un état binaire, conscient, non conscient, bon, mauvais, homme, femme, tacle. Non, on est dans un continuum. Ça explique aussi un certain nombre de choses. Par exemple, que la méditation augmente le degré de conscience. Méditation, j'abaisse le degré de résonance de mon cerveau avant qu'il soit plongé dans le monde. Le fait de le connecter en monde augmente cette différence entre les deux. Je suis beaucoup plus conscient. Et ça, on peut l'appliquer à plein de systèmes. On peut le calculer pour un galet ou pour un autre. Et c'est ça qui est assez intéressant. Je vous laisserai creuser. Il y a un texte, un site qui est Integrated Information Theory. On va reprendre justement notre question de tout à l'heure. Voilà, par rapport à tout cet univers-là. Maintenant, on va pouvoir commencer à rajouter nos robots, notre machine learning, les interfaces neuronales, et on va pouvoir calculer cette différence entre phi max et phi. Quelque chose qui est intéressant aussi, vous allez me dire c'est un peu bizarre, c'est un peu théorique ce phi max et phi. Ça a été corrélé avec une expérience neurophysio qui a été faite, justement par les auteurs de cette théorie. C'est la conscience, c'est pas la personne qui le porte, c'est un état interne. C'est-à-dire que moi, de temps en temps, quand je dors, je suis pas très conscient. Je sais pas vous, mais c'est limite. Et donc, l'état de veille est un état d'atténuation de la conscience. Et l'état de sommeil et l'état de veille, mieux. Donc, ils ont simplement envoyé une impulsion dans le cerveau d'un individu lorsqu'il est en phase de veille et phase de sommeil. Et bien évidemment, ce qui se passe, c'est que quand il est en phase de sommeil, la résonance est très faible. Quand il est en phase de veille, la résonance, ça augmente. Donc, ce serait quoi cette sensation d'être? C'est notre capacité à amplifier le réel, à raisonner le réel par rapport à toutes ces perturbations, à tout ce que l'on sent, tout ce que l'on perçoit en permanence. Donc là, j'ai mis des chiffres factices complètement, mais on peut calculer comme ça
n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Vous allez me dire, et il ne faut pas être humano-centré par rapport à ça, le galet ou la table ne pense pas. Non, elle ne pense pas. Par contre, elle impose sa réalité. Elle impose sa réalité de table. C'est 0,00001, mais elle est là. C'est indubitable. Elle fait partie de mon réel et je peux prendre conscience de ça, de mon côté. Et elle, eh ben, elle impose tout simplement sa forme. Et allons plus loin. Elon Musk, cette semaine, qui propose des interfaces neuronales entre homme et silicium. Qu'est-ce qui se passe si on fait ce pont-là? Quel sera le degré de complexité du système? Parce que notre cerveau, il a son écart, phi max et phi, et puis connectons-le avec du silicium, ça va augmenter ces dynamiques. Eh ben, on ne sait pas encore, c'est à découvrir. Est-ce qu'on va pouvoir communiquer nos sensations d'être l'un à l'autre? Pourquoi pas? Je vous laisse un petit peu là-dessus. Et voilà, pour conclure, je voudrais simplement dire que je pense que ça, c'est un autre regard sur l'univers. Ça nous sort de cette pensée humano-centrée. Ça nous fait rentrer dans quelque chose de plus humble, moins centré justement sur l'humain, qui nous situe dans un univers dans lequel il y a des flux, des échanges, que le robot, il n'est pas moins naturel que nous, il est en stade d'évolution, il apprend. Et par rapport à ça, je vais vous... Voilà, un petit texte que je vais vous laisser lire, voilà. Non, je vais vous le laisser lire d'Henri Bergson, qui date de 1911, sur la conscience et la vie, et qui fait vraiment écho à ces théories. Et cette théorie de la conscience de Bergson qui situe la conscience dans cet instant présent, ce petit basculement vers le futur, cette envie de vivre, cette intention. Finalement, ce que j'avais dit au début avec Platon, et là on va retrouver cette philosophie-là, ce qui se meut, ce qui va vers l'avant. Et voilà, on est plongé dans cet univers-là. Je ne sais pas si tout le monde a lu. Donc voilà, ouvrir à cet autre regard, et c'est ce que je trouve intéressant, parce que ces théories cognitives, le deep learning, le rapport au robot, tous ces éléments-là, c'est en train de converger, et on ouvre peut-être un nouveau potentiel. Et en conclusion, peut-être inverser la logique, et se dire que ce qui est, pense, et donc par rapport à ça, c'est à nous de continuer cette grande évolution de l'homme et de son rapport au monde avec sagesse. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Olivier.